En Tunisie, les choses ne s'arrangent pas pour les Africains subsahariens. Aux appels xénophobes s'ajoutent désormais justement des traques et des actes de violence qui obligent les Africains du sud du Sahara à se terrer pour échapper à la furie des rues. À l'opposé des réactions occidentales, malheureusement, ce qui blesse, ce qui offusque, ce qui fâche, c'est le silence des États africains. En Guinée, en revanche, il y a eu des actions qui sont prises. Mais quelles sont-elles spécifiquement? Et nous posons la question du nombre de Guinéens concernés par cette actualité de violence xénophobe en Tunisie. Jacques, depuis semaine dernière, c'est une actualité que nous avons suivie, que nous avons évoquée ici même. On a eu le témoignage de Guinéens, mais la situation n'est pas allée mieux pour eux. La situation n'est pas allée mieux. Le week-end encore, je parlais avec un de mes profs qui a sa fille là-bas, Master 2, et qui, depuis quelques jours, ne sort pas de la maison pratiquement, à qui il demandait de rester caché. Il est même en train de voir comment l'embarquer pour la ramener carrément au pays. Donc c'est une situation grave pour les Guinéens, mais également pour les subsahariens en général. Puisque du côté de la Côte d'Ivoire, j'apprends que là-bas, on est en train d'affréter des avions pour ramener, n'est-ce pas, ceux qui souhaitent rentrer. Et la dernière fois, au terme de notre commentaire ici, nous avions justement constaté le silence des organisations africaines régionales et sous-régionales. Régionales et sous-régionales, dont la Tunisie est membre, et sur cette question-là. Finalement, j'ai pu entendre le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui condamne au nom donc de la Commission ce qui se passe, mais qui, comme mesure sur place, propose plutôt une aide aux Tunisiens pour faire face à la question migratoire. Comme si ce qui est mis en avant aujourd'hui comme problème, c'est-à-dire la xénophobie dont sont victimes les subsahariens, n'était pas déjà en soi le véritable problème auquel il fallait trouver une solution. D'abord, avant de parler de la question migratoire. Parce que la question migratoire ne touche pas que la Tunisie dans ce cas. Même nous, les pays au sud du Sahara, nous avons des étrangers. Au nord, vous avez le Maroc qui accueille beaucoup de subsahariens. Vous avez l'Algérie, vous avez l'Égypte, vous avez la Libye. Nous savons que partout, on regarde avec un œil parfois différent le noir, mais aller jusqu'à appeler parfois dans les médias, dans le discours public, dans le discours politique de celui qui porte quand même la responsabilité de premier plan du pays. Je crois que c'est pour la première fois qu'on assiste à ça du côté de la Tunisie. C'est assez flagrant pour que l'Union africaine se taise là-dessus. En tout cas, n'aille pas jusqu'à prendre des mesures comme elle a l'habitude de les prendre lorsqu'il y a parfois des comportements indélicats dans certains pays. Il n'y a pas que des questions. Je suis d'accord avec Dr Moïse Sanda là-dessus. Alors là, entièrement, on ne peut pas seulement être prompt à prendre des sanctions lorsqu'il y a ce qu'on appelle changement de constitution. Mais lorsqu'il y a un traitement, quand même c'est du racisme. C'est du racisme. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2023. Nous avons tous été déjà victimes de la part des autres, ensemble, que vous soyez du Maghreb, que vous soyez au sud du Sahara. Nous avons déjà été traités très mal par les autres. Je veux parler de l'Occident. Qu'on en vienne à vivre les mêmes problèmes sur le continent africain et que l'Union africaine, après quelques jours, ne va même pas jusqu'à sortir une déclaration. C'est une interview, une déclaration comme ça du président de la Commission de l'Union africaine avec des mots assez légers à ma foi qui ne mettent pas en cause ce qui est en train de se passer du côté de la Tunisie. Je trouve que ce n'est pas... Jacques, je veux faire un parallèle. Ce n'est pas de la taille de l'Union africaine qu'on a connue dès sa création. Alors je veux faire un parallèle. On parle d'Afrique subsaharienne. Donc normalement c'est toutes les autres parties. Mais vous voyez un peu le souci. Si l'on fait le parallèle avec les chiffres de la migration en Europe, il y a fort à parier justement que ce soit la région ouest africaine qui soit encore la plus touchée, la plus concernée par ce phénomène, d'où l'obligation pour la CEDEAO de parler. De parler. Évidemment, la CEDEAO aussi. La CEDEAO, l'Union africaine, puis la CEDEAO. Mais après,
sommes-nous responsables véritablement devant nos défis, les défis que nous avons à relever? Parce que nous n'avons même pas de réponse par rapport à la question migratoire. Du côté de la CEDEAO, nous n'avons pas de réponse à la question migratoire. Jusqu'à aujourd'hui, les débats qui se tiennent visent plutôt à inviter les autres à nous soutenir dans nos actions. Or, nous devrions avoir des solutions déjà à brandir et peut-être à mettre en œuvre entre États. Le cas spécifique de la Tunisie, c'est bien évidemment une situation qui couvait il y a longtemps. Le discours du président Kais Saied n'a fait que exploser une situation qui existe fondamentalement en Tunisie. Moi, je me souviens il exploite une opinion sous-jacente. Il exploite une réalité qui déjà existe il y a très longtemps en Tunisie. La Tunisie, excusez-moi du terme, c'est l'un des pays où le racisme est vraiment développé. Et contre les Noirs, moi j'étais... Mais tu en sais quoi, Roby? J'en sais quelque chose, j'ai plein d'amis qui y vivent. Moi-même, j'y ai été. Je sais quel regard les Tunisiens peuvent avoir pour un Noir quand tu passes. J'ai entendu beaucoup de témoignages où des filles ou des amis se font insulter dans la rue quand ils passent à visage découvert, ou parfois même nos sœurs en passant se font taper, excusez-moi du terme, voilà, imaginez un peu ce dont je veux parler. Ils se font taper les fesses. Les fesses, et rien n'est dit. Ce sont des actes qui sont quotidiens en Tunisie. Le cas on nous qualifie de mangeurs de chats. Évidemment, le cas tunisien, tant que le cas libyen est passé sous silence, parce qu'on sait très bien le traitement inhumain que les migrants ont subi et continuent de subir en Libye, il n'y a pas eu de déclaration forte véritablement, sauf quand il y a eu un tollé médiatique. Il n'y a pas eu de sanctions prises contre... On abordera ces questions. Je pense que les États africains, au nom d'un quelconque intérêt, sont prêts à sacrifier leurs enfants. On abordera ces questions dans un instant, mais d'ici là, nous avons Sadiou Barry, il est directeur général des Guinéens de l'étranger. Monsieur Barry, bonjour. Bonjour, monsieur, comment vous allez? Nous allons très bien. Merci de vous prêter à nos questions de ce matin pour éclairer la lanterne de l'opinion guinéenne sur cette actualité prégnante en Tunisie. Jacques. Alors, monsieur Barry, d'abord, première question, combien de Guinéens sont concernés par ces violences, ou disons, dont la sécurité est aujourd'hui menacée du côté de la Tunisie? Et à date, qu'est-ce que le département est en train de faire pour les secourir? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier pour avoir pris votre temps et en tout cas accorder de l'importance à ce sujet qui est aujourd'hui vraiment un sujet très crucial et qui nous intéresse et qui nous interpelle tous. Et à date, comme vous le savez, d'abord en Tunisie, il faut préciser quelque chose. Il y en a qui sont légalement installés, il y en a qui ont réussi à entrer par la clandestinité. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous nous intéressent et tous sont dans notre viseur. Et donc, jusqu'hier soir, à 22h, on avait enregistré 207 personnes qui étaient déjà au compte de notre consulat général qui doit travailler en étroite collaboration avec l'ambassade de l'Algérie, d'où il le relève, et qui est en contact régulier avec nous. Et parlant de la question des actions menées, il faut avouer que dès les premières heures de cette crise, son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, a pris attache d'abord avec son homologue tunisien pour échanger sur la question. Et aussitôt, comme vous le savez, depuis d'ailleurs un très bon moment, une cellule de crise est mise en place au niveau des affaires étrangères. Et cette cellule a donc commencé son travail habituel et a continué à tenir ses réunions, et ce qui fut fait d'ailleurs le samedi passé. Et elle a regroupé l'ensemble des acteurs pour discuter la situation particulière de la Tunisie et de la Turquie. Et donc, des décisions importantes ont été prises, notamment continuer le recensement de nos compatriotes vivant en Tunisie, voir au maximum quels sont ceux qui sont actuellement en détention, et faciliter leur libération, voir quels sont ceux qui sont en rétention aussi, parce qu'il y en a ceux qui sont en détention, il y en a ceux qui sont en rétention,
et mettre donc un focus sur toutes ces questions-là, et ensuite faciliter l'envoi d'un vol pour leur retour au pays, pour tous ceux qui le désirent, bien entendu, et éventuellement un montant forfaitaire de 105 000 $, a été décaissé dans ce cadre-là pour pouvoir les secourir et au maximum possible faciliter leur retour au pays et aux besoins de ceux qui voudraient rester sur place, les accompagner pour leur survie et leur logement, santé et tout autre besoin qu'ils en auront. D'accord. Monsieur Barry, vous allez nous le confirmer. Nous avions le ministre ce matin qui nous disait que les 105 000 $ avaient été portés à 200 000 finalement. Quelle est la situation à date? Non, il y a 200 000. Les 200 000, les 50 000 vont en Turquie. Parce que vous savez, avec le séisme qui a eu lieu en Turquie, il y a beaucoup de nos compatriotes, notamment des étudiants, qui sont en situation difficile en ce moment et qui d'ailleurs, beaucoup sont sans logement, qui ont quitté leur lieu d'habitation habituel, donc qui sont actuellement dans d'autres régions, d'autres sites ou hébergés par d'autres de nos compatriotes. Et il y en avait même des gens, des étudiants qui étaient en déplacement et qui n'ont pas pu revenir à leur lieu habituel. Donc cette situation étant une des préoccupations du gouvernement, une des préoccupations de l'État guinéen. Donc très tôt, son Excellence, le président de la transition, a instruit que des dispositions urgentes soient prises. Et c'est dans ce cadre, donc les 200 000, les 50 000 vont aller en Turquie et les 150 autres vont aller en Tunisie. D'accord, 150 000 qui vont en Tunisie. On va terminer. Allez-y, Mara, allez-y. Monsieur Barry, il y a deux difficultés quand même. On aimerait que vous nous donniez un peu plus d'explications là-dessus. Primo, c'est tous ces Guinéens-là qui n'ont pas leurs papiers en règle parce que, vous savez, le problème de passeport, ce que c'est aujourd'hui en Guinée, est-ce que l'ambassade va se hâter néanmoins pour délivrer des cartes consulaires nonobstant l'invalidité de leur passeport? Mais secondo, c'est ceux qui ne voudront pas rentrer en Guinée parce que certains quand même y ont pas mal d'attaches. D'autres sont déterminés à passer la mer. Quelle protection pour ceux qui vont décider de rester sur place et de ne pas donc prendre les avions qui vont ramener le premier groupe? Ce qu'il faut retenir d'abord, les instructions fermes. Son Excellence le ministre a donné des instructions fermes au niveau de notre ambassade de l'Algérie qui coordonne les activités de la Tunisie. D'abord, de se déplacer toute urgence à date. Et le chargé d'affaires et le consul sont en route pour la Tunisie. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est pour notifier. D'autres choses, l'équipe de la Tunisie, le consul qui est là, a été renforcé par le recrutement de 2-3 volontaires pour pouvoir l'accompagner dans ce processus, afin de faciliter l'identification de tous nos compatriotes. À date, ce que nous cherchons à faire, c'est que tous ceux qui sont en difficulté de documents administratifs, c'est de les donner de laisser passer. C'est de les donner de laisser passer. Il suffit qu'ils échangent avec eux et qu'ils comprennent à travers les dialectes qui sont effectivement des Guinéens. Et étant donc des Guinéens, on doit les délivrer les documents guinéens les permettant de revenir au pays. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas retourner, comme je l'avais dit tantôt, l'équipe qui est sur place. Ce ne sont pas des cartes consulaires que vous donnez? Non, les cartes consulaires, c'est pour ceux qui veulent rester. J'en venais à cela. Ceux qui veulent revenir, c'est de laisser passer qu'on les donne. Ceux qui n'ont pas de papier et qui veulent revenir, c'est de laisser passer qu'on les donne. Ceux qui veulent rester et qui doivent continuer à vivre selon leur désir en Tunisie, ça, c'est des cartes consulaires. Mais dans ce cadre-là, comme je vous ai dit, l'ambassade de la Tunisie, l'ambassade de l'Algérie a bougé pour aller accompagner, aider, secourir notre collègue qui est là-bas et qui est en train de travailler d'arrache-pied et qui est ce matin même à la police pour voir tous nos compatriotes qui sont en détention ou en rétention pour faciliter leur libération. Donc il y a deux équipes. Il y a une équipe qui veut revenir et cette équipe-là, on est en train les dispositions sont prises pour leur retour et une équipe qui souhaiterait rester et là les dispositions sont prises pour faciliter leur séjour, leur hébergement, leur nourriture et leurs soins sanitaires. D'accord. Oui, Mara, cette question. Monsieur Barry, le ministre, dans sa sortie au cours du week-end, a donc appelé les Guinéens, justement, à ne pas se livrer à des actes de représailles et tout ça.
Mais plus concrètement, sur le plan politique, qu'est-ce qui va être fait? Est-ce que la Guinée va quand même, en attendant que la CEDEAO se bouge, est-ce que la Guinée va se faire entendre? Est-ce que, par exemple, l'ambassadeur de la Tunisie en Guinée peut, par exemple, aujourd'hui faire l'objet de convocation en vue d'explications officielles offertes à notre pays? Bon, cette question est gérée au niveau de son excellence, monsieur le ministre. Je vous ai déjà dit qu'il a eu un entretien avec son homologue tunisien. Et cette question, donc, il a su et il est en train de discuter de façon très, très diplomatique avec tous les responsables tunisiens à tous les niveaux et en tenant compte aussi des directives au niveau du gouvernement. Mais ce qui est important, c'est que c'est une préoccupation toute particulière, mais la première des choses que le ministre a priorisé, c'est d'abord comment protéger nos compatriotes. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, les autres questions de riposte et autres là, c'est déjà en action à son niveau, mais ce qui est primordial pour le gouvernement de la République de Guinée, pour le ministre des Affaires étrangères et tout le ministère, c'est comment protéger nos compatriotes, les mettre à l'abri de tout danger et faciliter le retour de ceux qui veulent être en Guinée et protéger ceux qui sont en Tunisie en attendant que les dispositions pratiques soient prises. D'accord. Il y a quand même cette question bien guinéenne que je veux vous poser. Comment vous vous assurez, par quel mécanisme vous vous assurez que l'argent qui est mobilisé et qui est drainé en faveur des Guinéens leur parvienne effectivement, M. Barry? Il y a d'abord, il faut voir à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau de Conakry, il y a une cellule de crise qui est en place et qui travaille d'arrache-pied sans arrêt. Deuxièmement, il y a notre ambassade de l'Algérie qui a déjà bougé pour la Tunisie. Troisièmement, il y a une équipe dirigée par notre consul qui est actuellement à Tunisie et qui a mis à ses côtés une équipe de travail. Donc, ils sont en train d'identifier l'ensemble des besoins et ces besoins-là seront remontés au niveau de la cellule de crise. Et nous travaillons. Nous ne sommes pas en notre première expérience. Nous avons géré la crise ukrainienne. Alors, monsieur Barry, j'ai encore en mémoire l'épisode l'épisode Covid aux États-Unis. Ça fait beaucoup de bruit. L'argent qui avait été envoyé avait beaucoup de cris autour des compatriotes qui nous ont contactés pour nous dire finalement on n'a pas reçu le montant qui avait été annoncé. C'est pourquoi je pose la question de la précision sur comment vous allez faire. Est-ce qu'il y a des listes nominatives? L'argent est envoyé, comme on dit, en gros, ou est-ce qu'il est envoyé à des particularités? L'argent part à travers des comptes banques. L'argent part à travers des... On a notre compte banque en Algérie, on a notre compte banque en Tunisie, donc l'argent ne transite pas par des banques. L'argent va de banque en banque, deuxièmement. L'argent est géré à travers nos ambassades et nos représentations consulaires. Donc, ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, je vous dis, nous parlons par rapport à la situation actuelle. Je vous dis que nous ne partons pas de rien. Nous avions une expérience par le passé. Nous avons géré de façon responsable la crise ukrainienne. Et on a envoyé, son excellence, le monsieur le président de la Commission, a envoyé 105 000 euros. Et ces 105 000 euros ont été gérés ou de nos compatriotes qui étaient en France, en Pologne, en Allemagne et en Ukraine. Tous ont reçu et ont déchargé. Donc, il y a une procédure qui est mise en place qui permet à chacun de recevoir son montant et de décharger par rapport au montant que tu as reçu. Et des justices sont remontés au niveau du ministère qui sont transmis au niveau du ministère de l'économie et des finances. Donc, il y a toute une procédure qui est mise en place qui suit depuis le début de l'argent jusqu'à la justification de l'argent. D'accord. Sadiou Barry, directeur général des Guinéens de l'étranger, qui s'exprimait sur nos antennes sur la situation des Guinéens en Tunisie. Merci, directeur, de vous être prêté à nos questions de ce matin. Voilà les grandes gueules. Nous poursuivons dans un instant avec ce commentaire.